En sommaire, ce soir, 3 mois après la fin de l'hivernage, le bilan définitif des inondations a été rendu public par le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. On déplore pas moins de 90 morts et de nombreux blessés. Aux États-Unis, moins d'une semaine après l'investiture de Donald Trump en tant que président, plus d'une centaine de migrants illégaux ont été expulsés du pays. Premier festival grandeur nature de l'année, Ogobanya fête ses 10 ans cette année. La tradition et la modernité seront au cœur des festivités à partir de ce lundi 27 janvier. Le président de la commission d'organisation est l'invité de ce journal. 19h45 à Bamako, c'est l'heure de vous informer sur thème. Madame, Monsieur, bonsoir. Le bilan définitif des inondations enregistrées en 2024 est désormais connu. Plus de 90 personnes ont perdu la vie et 150 ont été blessées. Ces données ont été rendues publiques en milieu de semaine par le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Plus de précisions avec Soumaïla Fane. Entre juin et décembre 2024, le Mali a enregistré 729 cas d'inondation, selon un bilan établi jeudi 23 janvier dernier par le comité interministériel de gestion des crises. Ces catastrophes ont affecté plus de 88 000 ménages, causé 95 décès et 154 blessés. Elles ont également occasionné de nombreuses pertes en cheptel, notamment des ruminants et des volailles. Aussi, près de 3000 greniers et magasins ont été détruits. Les projets prioritaires tels que la situation du pont Weweanko sur la route de Sebeninkuru et celle du collecteur de Misabougou ont également été abordés. Ces rapports comprenaient également une évaluation sectorielle des impacts des inondations ainsi qu'un aperçu des mesures déjà prises pour y faire face. Je pense que nous devons nous préparer davantage et anticiper sur un certain nombre d'événements, un certain nombre d'actions, afin justement de nous assurer que les prochaines inondations ou d'autres catastrophes naturelles seront mieux prises en charge. On est en janvier, ça paraît long, mais ça paraît également court, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de travaux à faire pour justement éviter des cas d'inondation pendant la prochaine saison de pluie. Pour rappel, au-delà des inondations, selon un rapport du comité interministériel en octobre, les fortes précipitations ont occasionné 8 cas de foudre, 6 épisodes de vent violent et plus de 37 000 effondrements à travers le territoire. De nombreuses écoles ont été envahies par des eaux et près de 130 autres ont été transformées en abris pour les sinistrés, obligeant les autorités scolaires à reporter d'un mois la rentrée scolaire 2024-2025. Déjà en octobre, le gouvernement avait annoncé avoir mobilisé 4 milliards de francs CFA et renforcé le stock national de sécurité alimentaire dans le but de faire face aux conséquences de ces catastrophes jamais enregistrées au Mali depuis 1967. Une concertation des experts de l'AES se tient à Ouagadougou, au Burkina Faso, depuis vendredi. Les experts burkinabés, maliens et nigériens examinent plusieurs points relatifs à la sortie de leurs pays respectifs de la CEDEAO. Cette rencontre de 2 jours se tient en prélude à celle des ministres des Affaires étrangères, membres de la Confédération des États du Sahel, prévue demain dimanche. Explication de Paul Yapinguessan. L'objectif de cette importante rencontre est d'harmoniser les positions des pays de la Confédération AES et d'élaborer une stratégie concertée et consensuelle en vue des négociations futures avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes investis aujourd'hui d'une mission à la fois exigeante et exaltante, celle de mener des réflexions approfondies, holistiques et porteuses dans le but de formuler des recommandations éclairées et pertinentes. Ces orientations devront non seulement guider les décisions stratégiques de nos autorités, mais également contribuer à la réalisation des ambitions partagées au sein de la Confédération des États du Sahel. Les conclusions de nos travaux auront une portée décisive. Elles ouvriront de nouvelles perspectives pour la Confédération des États du Sahel en lui permettant de consolider ses efforts dans la lutte contre l'insécurité, d'amplifier son rayonnement sur les scènes diplomatiques et politiques et de renforcer davantage son ancrage au sein du système international. À cette séance de travail des hauts fonctionnaires, il sera question de définir
Une démarche commune de négocier, capable de préserver et de promouvoir les intérêts des pays de l'Alliance et des États du Sahel, ainsi que ceux du peuple du Sahel d'une part, et de constituer une équipe pluridisciplinaire chargée d'approfondir les réflexions sur les éléments essentiels à intégrer dans la stratégie de négociation. L'échéance du 28 janvier 2025 s'approche. Échéance retenue par la CEDEAO comme date de consécration du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO en application de l'article 91 de l'acte constitutif révisé de 1993, et c'est en dépit du retrait définitif et immédiat annoncé par nos différents pays dans leur communiqué du 27 janvier 2024. Une nouvelle page de l'histoire s'ouvrira dans quelques jours dans les relations AES et CEDEAO. L'heure est à la sérénité et à l'apaisement des populations de l'espace confédéral. C'est le lieu de les rassurer que les dispositions appropriées sont prises ou en cours pour prendre en compte leurs préoccupations. La présente réunion fait suite à la réunion ministérielle de Niamey du 13 décembre 2024 qui a réaffirmé la décision irrévocable de notre retrait de la CEDEAO. C'est une situation qui nous engage résolument à poursuivre les réflexions et les actions dans le cadre de l'opérationnalisation de la Confédération AES. De leur côté, les chefs de délégation du Niger et du Mali ont souligné que ces rencontres est un pas décisif de la Confédération vers l'effectivité de sa sortie de la CEDEAO. Nous restons avec Paul Yapinguessan, cette fois-ci pour parler d'économie. Le vendredi 24 janvier, donc hier, au ministère des Mines, l'initiative pour la transparence des industries extractives a organisé une journée de dissémination des rapports 2022-2023. L'objectif de cet atelier était de partager avec l'association des municipalités ces rapports qui présentent une analyse détaillée de la contribution du secteur extractif à l'économie nationale. Suivant. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, est une norme mondiale qui défend l'amélioration de la transparence dans la gestion des revenus et l'obligation de redevabilité dans les secteurs pétroliers, gaziers et miniers. Cette journée fut l'occasion pour les élus communaux de mieux se familiariser avec les 10 rapports. Nous allons vous rappeler, surtout aux élus, que cet exercice est né d'un plaidoyer que nous avons mené auprès des ITIE depuis bientôt 1 an, qui était de rendre compte, on va dire de façon globale, qu'est-ce qui est fait de nos ressources minières au niveau des collectivités. Dans ces rapports 2022-2023 de l'ITIE Mali, on pouvait lire entre autres des informations concernant le secteur extractif au Mali, le secteur couvert par le rapport, les types de paiement, les entreprises concernées par la déclaration, les attestations et les certificats des données, ainsi que la contribution du secteur extractif dans l'économie nationale. Oui, c'est un pilier de l'économie malienne. Quand on voit seulement l'apport au budget national, c'est plus de 25% ou au moins 25% du budget national. Et ceci étant, chose qui n'est pas les derniers rapports de 2023 parlent de 90%, n'est-ce pas, d'exportation qui reviennent au secteur minier. Aujourd'hui, on parle du rapport de 2022, c'était autour de 76%. Ça a grimpé jusqu'à 90%. C'est pour vous dire l'importance du secteur minier dans l'économie malienne. Il n'y a pas que ça. Ce n'est plus 9% du PIB, c'est autour de 10% du PIB. La contribution du secteur à l'économie, comme je dis, c'est l'économie malienne dépend fortement du secteur extractif, comme ces données-là l'expriment. Par contre, si vous prenez la part dans les exportations, vous voyez que c'est important, c'est le premier produit d'exportation devant le coton, c'est autour de 77%. Et vous avez la contribution dans les recettes de l'État, dans les recettes de l'État, dans les budgets de l'État, c'est autour de 35%. Donc c'est plus que le quart même du budget de l'État qui vient du secteur extractif. L'industrie extractive est un secteur important pour l'économie malienne. Cependant, il est important de relever les défis auxquels elle est confrontée, afin de garantir que les ressources naturelles du pays soient exploitées de manière responsable et durable.
Nous filons aux États-Unis où environ 265 migrants expulsés ont atterri cette fin de semaine au Guatemala. C'est le début d'une opération d'expulsion de masse pour réprimer l'immigration illégale promise par le président Donald Trump. Suivons. Pendant sa campagne à l'élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump avait promis d'expulser des millions de personnes. Après son investiture lundi 20 janvier, son administration a mis en scène jeudi 7 offensives anti-immigration promises. Hier vendredi, 2 avions militaires et un avion privé ont atterri au Guatemala selon plusieurs sources. Un premier vol transportant 80 Guatémaltèques, dont 31 femmes et un adolescent, a été suivi par un second transportant aussi 80 autres, dont 63 femmes. Un troisième vol privé a clôturé cette série du vendredi avec à bord plus de 100 personnes dont 5 mineurs. Selon la Maison-Blanche, 4 autres avions transportant des migrants expulsés sont en outre partis jeudi pour le Mexique. La veille, la Maison-Blanche s'est targuée de l'arrestation de 538 migrants criminels illégaux et a assuré que des centaines avaient été expulsés par avion militaire plutôt que civil pour la première fois. Dans un communiqué, le gouvernement mexicain a souligné qu'accepter toujours l'arrivée de ses compatriotes sur son territoire à bras ouverts, mais n'a pas confirmé ni l'arrivée de vols, ni un accord pour y recevoir un nombre défini d'avions transportant des personnes expulsées. Selon un sondage du Centre de recherche sur les affaires publiques de l'Associated Press et du NORC, les Américains sont largement favorables au renforcement de la sécurité à la frontière sud et à des expulsions ciblées, notamment de personnes ayant commis des crimes violents. Ce sondage a également révélé que la plupart des Américains pensent que la police locale devrait coopérer avec les autorités fédérales de l'immigration pour les expulsions, au moins dans certains cas. Mais le soutien diminue considérablement lorsqu'il s'agit d'expulser des personnes se trouvant illégalement dans le pays et n'ayant pas été condamnées pour un crime. À titre de comparaison, sous l'administration de l'ancien président Joe Biden, quelques 270 000 personnes ont été expulsées pendant l'exercice budgétaire 2024, un chiffre annuel jamais atteint durant le premier mandat de Donald Trump entre 2017 et 2021. À présent, nous parlons de culture. C'est ce lundi 27 janvier que sera lancée la 10e édition du Festival culturel Dogon Ogobanya, prévu jusqu'au 2 février à la place du cinquantenaire. Le thème retenu cette année est, je cite, « Dialogue entre tradition et modernité, santé, culture, environnement et architecture au service du développement ». Et pour nous en parler, j'ai justement le plaisir de recevoir le président de la commission d'organisation, Pierre Andégré Togo. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur. Merci bien, c'est moi qui vous remercie. Alors, bien sûr, on va, avant de revenir en détail sur les 10 ans que vous allez célébrer dans quelques jours, peut-être revenir sur les spécificités de ce festival, en commençant déjà par les raisons de ce festival Ogobanya. Merci bien pour cette question. Je salue tous les téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent au Mali et ailleurs. Merci de nous recevoir. Suite à un constat vers l'année 2012 jusqu'à 2014, nous avons vu la baisse de la production économique qui a toutes ses répercussions sur la santé, sur l'éducation. Donc, devant cette situation, nous avons dit qu'il faut faire quelque chose. Et voici pourquoi nous avons mis en place cette idée de festival, mais à Bamako, ce qui permettra aux artisans du centre, du nord, d'amener leurs produits sur le marché de Bamako pour que tous ceux qui sont à Bamako venant d'ailleurs puissent avoir accès et ainsi les acheter. Ensuite, deuxièmement, il y a aussi le manque de transmission de nos traditions parce que beaucoup d'enfants ne pouvaient plus aller aux sources. Donc nous avons amené la source à Bamako pour que l'enseignement, la tradition puisse perpétuer. Voici pourquoi nous avons fait ça. Alors on comprend qu'il s'agissait de perpétrer la culture Dogon particulièrement. Est-ce que là aussi vous pouvez revenir sur le thème de cette année, je répète, dialogue entre tradition et modernité, santé, culture, environnement et architecture au service du développement?
Merci bien. Effectivement, quand vous voyez le thème, il est long, mais durant les 9 années, nous avons parlé de santé, nous avons parlé de toutes ces questions, mais maintenant, cette année, nous avons voulu tous les remettre ensemble pour voir dans quelle mesure on peut avoir un dialogue entre la modernité et la tradition. Et ce produit-là, comment l'utiliser pour la transmission des connaissances et pour la promotion de la culture, pas que Dogon. Parce que chaque année, il y a une communauté invitée d'honneur. Cette année, nous l'organisons à 3 communautés. Et qui vont... Pardon de vous couper 2 secondes. La communauté invitée d'honneur, c'est Mamala. Exactement, Mamala, que les gens connaissent sous le nom de Nyanka. Et les Senoufo aussi qui les accompagnent. Nous avons toute l'année organisé ensemble et nous appelons toutes les autres communautés maliennes à nous rejoindre pendant toute la semaine et toutes les activités sont prévues. Alors je le disais à l'instant, vous fêtez aujourd'hui donc cette année les 10 ans du festival Ogobanya. À quoi faudrait-il s'attendre tout au long de ces semaines à venir? Alors il y a plusieurs activités. La plus grosse activité, c'est les soirées de cohésion sociale. C'est 12 communautés maliennes qui vont se retrouver à regrouper en communauté chaque soir du lundi, mardi au mercredi, et nous allons faire passer des messages de cohésion sociale, comment résoudre les conflits, comment résoudre les difficultés avec nos solutions endogènes. C'est de ça que nous parlerons les 3 soirées. Nous avons un grand espace pour les enfants, comment faire la transmission de la connaissance à nos enfants, la culture, comment la magnifier. Il y aura les masques de Gon, il y aura la course de pirogue, la lutte traditionnelle qui est vraiment en développement, avec des conférences et des grands concerts le vendredi et le samedi. Monsieur Togo, justement, on parle de 10 ans. Quel bilan peut-on faire au bout de cette décennie? Eh bien, nous sommes satisfaits. Tenir d'abord pendant 10 ans, permettre aux artistes et aux artisans d'avoir accès au marché de Bamako et au marché international, ça c'est déjà un acquis. Ensuite, valoriser, promouvoir et protéger la production locale, notamment la tenue, notamment tout ce que vous avez, et l'enseignement de la culture. Donc ça, c'est des acquis. Alors en parlant justement d'acquis, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de visiteurs par édition, et est-ce que le fait que cette année soit dédiée à la culture, vous attendez à des choses particulières au niveau du public? Bien entendu, je remercie de passage les autorités du Mali qui ont décrété cette année comme l'année de culture, donc c'est la nôtre. Eh bien, pendant les années précédentes, c'était 30 000 à 50 000 visiteurs sur le site, et cette année, nous attendons beaucoup plus parce que c'est l'année de la culture et le gouvernement a mis tout pour sécuriser les festivaliers venant du nord, venant du centre et venant de partout, et sécuriser tous les lieux. Nous les remercions et nous remercions tous nos sponsors pour l'accomplissement de cette 10e édition pendant l'année de la culture. Pour le mot de la fin, je rappelle simplement que le rendez-vous c'est du 27 janvier au 2 février. Le 27 janvier déjà, c'est l'ouverture à partir de 16h, c'est bien cela? Exact. Le 27 janvier, à partir de 16h, c'est la cérémonie d'ouverture qui sera présidée par le ministre de la Culture. Voilà. Et une grande partie du gouvernement sera là avec nos partenaires et les amoureux de la culture, tous ceux qui veulent découvrir la culture Mamala, Senoufo, Dogon et tout. Rendez-vous toute la semaine, il s'agira de culture. Le rendez-vous est bien sûr pris à partir de ce début de semaine, donc du 27 au 2 février, pour vibrer au rythme de la 10e édition du festival culturel Ogobanya. Merci, monsieur professeur Pierre Togo, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président de la commission d'organisation du festival Ogobanya. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, particulièrement à Bandiagara. Merci une fois de plus et à bientôt sur TM.